Alors, ça me fait vraiment très, très plaisir d'être ici avec vous ce matin. Pour moi, l'ACFA, ça rappelle des souvenirs de quand j'étais étudiante à la maîtrise, il y a comme 150 ans. Euh, on était très encouragés à présenter nos travaux à l'ACFA. C'était perçu comme un lieu qui était très propice, au fond, si on démontrait un intérêt pour la recherche et peut-être de poursuivre nos travaux. C'était vraiment un bon endroit, un espace sécuritaire pour faire ça. Euh, j'ai commencé ma carrière à l'Université Laval à Québec. Ensuite, j'ai passé le plus clair de mon temps à l'Université Concordia à Montréal. Après ça, l'Université Mémorial à Terre-Neuve, l'Université de Regina en Saskatchewan et maintenant à l'UOF depuis quelques mois. Et là, je dois vous avouer que ma fibre francophone, après toutes ces années en milieu anglophone, je me sens vraiment comme Jeanne d'Arc, là. Je suis devenue activiste et vraiment, euh, pas juste la survie, mais vraiment la promotion du fait français. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Euh, J'étais à la cérémonie d'ouverture lundi soir et les discours m'ont vraiment marqué parce que chaque personne qui parlait, tu sais, parlait du fait que on est sous attaque, hein. Les universités, en ce moment, d'abord, on n'est pas nécessairement très prisé par le public à bien des égards, mais il y a, c'est, quand on voit ce qui se passe au Sud, il y a vraiment cette inquiétude et ce désir profond de résister. Et je trouve que de se rassembler ici et de communiquer en français, de maintenir cette langue, de la promouvoir, de la faire grandir, ça fait aussi partie de cette résistance. Alors, c'est vraiment un moment qui est important pour les universités, puis c'est un moment qui est plein de défis pour les gens qui, comme moi, administrent les universités. Mais c'est vraiment avec beaucoup de fierté et d'humilité là, que je suis ici à vous parler. Fierté parce que j'ai un petit côté chauvin. Alors là, c'est sûr que d'avoir Mirella et Ella comme co-organisatrices avec Selma de cet événement, ça me rend très, très fière. Puis on a aussi d'autres professeurs de l'UF en ligne, alors ça me rend très fière. Humilité, parce que je peux vraiment pas prétendre que j'ai comme atteint le niveau d'expertise et de réflexion que vous avez démontré pendant ce colloque, mais certainement le thème auquel vous vous intéressez, c'est inévitable pour nous qui gérons les universités de s'y pencher. Alors, vous avez choisi ce thème de combiner intelligence humaine artificielle. Je t'entends bien, Mirella, c'est pas, l'idée n'est pas d'opposer l'un à l'autre, mais certainement de faire attention d'une certaine façon. Si je comprends bien le programme et si j'exprimais ça dans des mots un peu plus familiers, je disais qu'au fond, ce qu'on cherche à comprendre, c'est quoi la place qu'on peut encore accorder à l'humain dans un monde où le technique semble un peu vouloir penser à notre place. Alors, cet élément-là, il faut quand même être sur faut quand même être sur nos gardes. Donc, en parcourant ce programme, j'ai compris qu'il y a une, au fond, externalisation croissante de notre capacité hein, à comprendre, à juger, à décider. Il y a comme un ordre technologique qui se contente pas de nous assister, mais qui pourrait aussi nous orienter et nous gouverner. C'est vraiment un problème pour l'éducation parce que former, ça ne veut pas dire automatiser. Former, c'est vraiment éveiller à la liberté, la responsabilité, le discernement. Fait qu'il faut vraiment s'arranger pour que ces choses-là demeurent en place malgré toute cette séduction de l'élément technologique. En tant que vice-rectrice, je me sens vraiment appelée à promouvoir l'innovation, encourager l'expérimentation, vraiment faire rentrer l'université ben, dans la modernité, puis même la post-modernité et au-delà. La semaine dernière, j'étais à une conférence et le recteur de l'Université Concordia, Graham Clark, et Concordia étant un des co-organisateurs de l'ACPA cette année, Graham disait que les universités, c'est vraiment des endroits innovateurs, des endroits courageux, des endroits audacieux, sauf qu'en vient le temps de changer leur propre processus. Ah, vous savez ce que je veux dire. Fait que c'est vraiment incroyable à quel point on a cette force d'inertie tellement puissante. Puis à côté de ça, qu'on est à l'intérieur de ça, on a ces îlots d'excellence et d'innovation et de pensée libre. Fait que ça rend vraiment les universités des endroits tellement intéressants.
Mais embrasser la modernité, ça ne veut pas dire adopter toutes les nouveautés de façon aveugle, hein. Je pense que c'est un peu votre préoccupation. Il faut choisir, il faut s'interroger. Puis, tu sais, des fois, il faut refuser de confondre vitesse et progrès. Souvent, on va plus vite en allant lentement. Alors, il faut quand même garder ça en tête. C'est sûr que l'intelligence artificielle a fait une entrée fracassante dans nos vies. Puis là, je vais vraiment être très honnête, là. Euh, L'IA générative est devenue mon compagnon. Regardez, j'ai travaillé dans les universités où dans le rôle que j'occupe, j'avais beaucoup d'appui administratif. À l'UEF, nous sommes petits. Ella, Mirella le savent, on fait beaucoup avec peu. Ce que ça veut dire pour quelqu'un dans ma position, c'est que j'ai pas vraiment personne là, qui s'occupe, personne. Tu sais, la personne qui m'assiste, elle, et j'en suis très contente, assiste aussi tous les autres. Tu sais, il y a quelques années, je pouvais demander à mon assistante, bon, je voudrais écrire telle lettre à telle personne, pourrais-tu me faire ça, 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 ça? Mais là, demander à qui je demande, je voudrais écrire telle lettre, telle personne, je voudrais dire ça, 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 ça. Et là, allez, hop, un premier draft et on revise, etc. Donc, c'est vraiment ça rend tellement les choses rapides, c'est très séduisant, ça génère nos images, ça nous propose des diagnostics, puis hein, on peut même mettre à contribution l'IA pour évaluer nos étudiants. Mais ça serait dangereux de croire qu'il s'agit d'intégrer l'IA dans nos cours pour rester pertinent. J'en discute beaucoup avec elle parce que je sais que chez nous, elle fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Comment, puis des fois, on a peut-être des collègues qui résistent un peu plus et on se dit que ben non, on ne peut pas remettre la patate dans le tube. Comment on fait? Je vais retourner en classe au mois de janvier de façon virtuelle. Puis là, en développant mon cours, c'est sûr que j'allais voir Ella pour dire, OK, comment faire, comment intégrer, comment être sûr que je forme mes étudiants à utiliser l'outil, mais sans nécessairement que l'outil envahissent tous. Il ne suffit pas d'utiliser l'IA, mais il faut vraiment en parler, il faut la penser, il faut l'encadrer, puis même un peu la contester d'une certaine façon. Et je pense que votre colloque participe à ce mouvement-là et c'est très important. Je pense que vous seriez tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas céder à la fascination technologique, même si c'est tellement attirant, parfois même envoûtant. Fait que ça prend ce dialogue entre ce que la machine permet, mais en ce que la personne humaine et ce que la personne humaine désire. Fait que entre ce que la technologie peut accomplir, puis aussi ce qu'elle risque d'effacer. Il faut être vigilant par rapport à ça. Fait que ce dialogue, tout ça, c'est vraiment le propre de l'université et certainement le propre d'un rassemblement comme celui-ci. Je dis souvent que les universités doivent se réinventer, mais se réinventer, ça ne veut pas nécessairement dire imiter. Ça ne veut pas dire calquer nos pratiques sur celles de l'entreprise ou de la technologie. Se réinventer, c'est souvent résister, c'est ralentir quand tout nous pousse à accélérer, puis c'est vraiment se donner le temps pour la pensée, la lecture, l'écriture. C'est tellement effrayant comment notre déficit d'attention devient grandissant. La difficulté hein, à se concentrer pour plus longtemps. On le voit beaucoup chez les jeunes, chez nos étudiants. C'est une chose qui est un peu, qui m'effraie parfois. Fait que c'est vraiment important de maintenir cet espace pour qu'une intelligence humaine, hein, incarnée, critique et engagée puisse s'épanouir. Évidemment, en tant qu'administratrice, je suis consciente des tensions que ça soulève. On nous demande d'être efficace, hein, d'être flexible, d'être adapté, d'être compétitif et on n'a pas le choix. Nos universités sont financées par des fonds publics, fait qu'il faut vraiment, oui, cet élément d'efficacité est certainement important et d'utiliser au mieux le peu de ressources que nous avons à notre disposition. Ce matin, dans les nouvelles, on apprend que 9 universités du Québec vont être en déficit et sérieux déficit l'année prochaine, sauf l'Université Laval et l'UQAM. Et ça n'ira pas en s'améliorant avec la crise que nous vivons. Mais malgré tout ça, malgré cette difficulté, malgré la nécessité d'être efficace, il ne faut pas que nos universités soient juste des courroies de transmission. Hein. Il ne faut pas qu'on soit juste des institutions qui utilisent les outils sans les maîtriser ou des logiques qu'on n'a pas nécessairement choisies. Alors voilà, vous m'avez donc porté à réfléchir sur ces différents thèmes et ça va certainement s'imprégner dans ma pratique de gestionnaire administrateur. Alors, administratrice. Fait que Mirella, Selma et Ella, en organisant ce colloque, je dirais que vous avez pris vraiment au sérieux votre rôle de vigie. Fait que ça, c'est très bien. Vous êtes des voix qui refusent hein, le silence confortable, et ça, je le sais, je vous connais assez maintenant, ou encore le consensus paresseux. Alors voilà, donc en terminant, je vous souhaite à tous un colloque vraiment inspirant
et beaucoup de plaisir donc en partageant ensemble ces idées qui certainement vous motivent, vous fascinent, mais en même temps, c'est important de demeurer un peu inquiet, de demeurer vigilant. Je pense que c'est ce que vous cherchez à faire. Alors, merci beaucoup.